Lors d'un week-end ensoleillé, comme tant d'autres à La Réunion, avec mon meilleur ami Titi, nous nous sommes finalement décidés à aller voir une maison qui titillait notre curiosité depuis un bon moment. Car Titi et moi avions pris l'habitude de profiter de la fraîcheur de la fin de journée en montant sur un petit rocher surplombant un champ de canne et une forêt de canneliers dont les effluves nous parvenaient grâce aux alizés. De ce point en hauteur, on pouvait apercevoir le toit d'une vieille case de type colonial, apparemment abandonnée. On voyait la végétation devenir de plus en plus dense, et on s'est dit que c'était le moment avant que son accès ne soit devenu impossible à cause des végétaux. Le sentier pour la rejoindre longeait un champ de canne à sucre. S'il n'était pas difficile d'accès, il était par contre encombré de branches et de vignes marronnes, ce qui confirmait que personne n'avait dû l'emprunter depuis un moment. Au bout de quelques centaines de mètres, dans une chaleur écrasante, nous avons fini par traverser le champ de canne et arriver à la forêt de canneliers. Les arbres sentaient très bon, mais le chemin paraissait plus long que ce qu'on envisageait. Heureusement, la brise qui soufflait nous rafraîchissait, car pour le moment, la maison n'était pas du tout visible. Mais après le soleil brûlant et la chaleur étouffante, cette fraîcheur des sous-bois était la bienvenue. On savait qu'on était plus très loin grâce à une ligne de palmiers bonbonnes qui était sûrement là pour marquer l'allée centrale de l'ancien jardin, aujourd'hui totalement invisible sous la végétation. Et là, étrangement, alors qu'il n'y avait plus l'ombre des canneliers, l'air ambiant était comme traversé par une atmosphère froide. J'ai regardé Titi d'un air gêné, avec un petit rire aigu, et il avait la même expression que moi, sans pour autant la verbaliser. Mais c'était pas à la première petite émotion que nous allions renoncer à notre expédition. Sans se dégonfler, on a continué à avancer pour arriver enfin devant la maison. Une belle bâtisse de style colonial comme on en voit sur certaines cartes postales. Elle était couverte de bardeaux de bois à la peinture écaillée et vieillie. Il y avait des lambrequins quasiment intacts et une belle varangue au niveau de l'entrée. Par contre, toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient condamnées par des planches en bois cloutées depuis l'extérieur. On était content et satisfait de notre découverte et on commençait à imaginer l'histoire des nombreux anciens propriétaires qu'elle avait dû avoir. On se demandait aussi qui avait bien pu vouloir habiter une telle demeure aussi grande et si isolée. On brûlait d'impatience à l'idée de pouvoir visiter l'intérieur. Nous avons alors entrepris de faire le tour de la maison, mais en dehors de la façade curieusement préservée, tout le reste semblait envahi par la végétation luxuriante. Et mon éternel amour pour les fourmis et les araignées ne me donnait pas particulièrement envie de tenter l'aventure. C'était sans compter sur Titi et son incroyable motivation. Il a su trouver les mots pour me convaincre en m'assurant que je ne tomberais sur aucune babouque ou fourmi rouge. On s'est alors frayé un chemin à travers les lianes à la recherche d'une éventuelle entrée, que l'on trouva à l'arrière de la bâtisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dos de la maison était beaucoup moins attrayant que la façade, et plus effrayant aussi. Une odeur d'humidité à la limite du supportable nous a mis mal à l'aise. Mais on avait trouvé. Ça aurait été bête de renoncer à cause de quelques odeurs de moisi. On avait déjà senti pire. En plus, une des fenêtres avait vu les planches qui la condamnaient tomber, probablement à cause de l'extrême humidité. Une fois fait sauter ce qui restait de planches, il y avait suffisamment d'espace pour que l'on puisse se glisser à l'intérieur. Bien sûr, ce fut plus facile pour moi que pour Titi qui avait un gabarit beaucoup plus imposant. Juste avant de rentrer, on a remarqué que le ciel s'assombrissait et on s'est dit qu'il faudrait faire vite si on ne voudrait pas choper le gros grain. Je suis rentrée la première dans l'obscurité de la maison et j'ai pas aimé. J'ai dû passer la tête la première et mettre mes mains par terre dans la poussière avec l'angoisse de tomber sur un gros cafard. C'était si sale que j'étais incapable de dire si c'était du carrelage ou du parquet. En plus, nous n'avions pas pensé à prendre de lampe de poche.
étant parti avec le jour et une telle lumière, j'avais pas anticipé la pénombre de la maison. Je n'avais que mon petit Motorola pour m'éclairer, et c'était pas génial. Pendant que mes yeux essayaient de s'habituer à la faible luminosité, Titi pénétrait dans la maison avec autant de grâce qu'un éléphant. Bon, c'est pas cool pour les éléphants, que je trouve d'ailleurs plutôt majestueux. Apparemment, on était dans ce qui semblait être un salon. Un beau salon, avec de grands ventilateurs au plafond et de grands canapés en cuir. À notre surprise, il y avait encore beaucoup de meubles. Notre excitation monta d'un cran en se demandant si c'était pareil partout et si tout était encore là. Dans ce grand living, il y avait aussi un imposant lustre plein de pampilles ternies par la poussière, des meubles cossus a priori des années 50 et de nombreux tableaux et portraits semblant remonter bien plus loin dans le temps. Et j'ai frissonné. Il faisait froid dans la maison et l'humidité dans l'air, en plus de l'odeur, créait une ambiance vraiment désagréable, mais pas suffisamment pour nous faire renoncer. Du salon partait un premier couloir menant à la cuisine dans laquelle un chien avait dû s'en prendre à une poule, au vu de la quantité de plumes qu'il y avait et des traces de sang. N'ayant pas tellement envie de trouver la carcasse de la pauvre bête, ni les vers qui pouvaient les accompagner, nous n'avons pas poursuivi nos investigations de ce côté-là, et avons préféré retourner dans le salon. Au moins il y avait un petit peu de soleil qui arrivait péniblement à percer entre les lattes de bois. Le second couloir nous a conduit à une déception, puisque la première porte à laquelle il menait était verrouillée. Mais la seconde, elle, était fermée, mais pas verrouillée, et lorsqu'elle s'ouvrit, elle laissa s'échapper une horrible odeur de pourriture et de moisie. C'était atroce. J'ai toussé et essayé de ne pas vomir, pendant que Titi renvoyait tout son déjeuner sur le vieux plancher du couloir, ajoutant une nouvelle couche d'odeur. J'ai rapidement refermé sans chercher du regard d'où pouvait provenir cette puanteur. Probablement due à la mort d'un rat ou de plusieurs même. Burk. On a continué à longer ce couloir humide vers une autre pièce d'où l'odeur, bien que moins puissante que dans la précédente, nous la rappelait fortement. Sur le sol, on trouvait à nouveau des traces de sang, mais aussi des touffes de poils de différentes couleurs, surtout blanc ou noir. Il y avait aussi des traces d'éclaboussures de sang sur les murs, et ce qui ressemblait à des excréments. C'était dégueulasse et flippant. Et posé dans un coin de la pièce, il y avait 2 petites cages, genre cage à poules ou à lapins. En les éclairant, j'ai sursauté. Dans la première, il y avait plusieurs cadavres de chats plus ou moins décomposés, d'où l'odeur. Et dans l'autre, des têtes de chats et des os. J'étais de plus en plus gagné par la peur, mais l'adrénaline et l'envie de comprendre nous a poussés à continuer notre périple. Nous avons emprunté le 3e et dernier couloir, jonché de crottes de chiens, et qui amenait à un escalier. Pris d'un doute, on s'est regardé. Titi étant plus corpulent que moi, il ne fallait pas qu'il passe au travers des marches, ou même du plancher à l'étage. Après concertation et hésitation, on y est allé tout en douceur. Le soulagement à l'étage, voyant que la lumière extérieure éclairait la plupart des pièces. Par contre, il y avait des poupées sans tête. Pas génial pour l'ambiance. La première salle était juste une salle de bain d'un autre siècle dont j'ai rapidement refermé la porte à cause d'une énorme araignée. La seconde porte donnait sur un bureau poussiéreux. C'est la 3e porte qui nous a révélé une chambre d'enfant dans laquelle tout était intact. Le pire étant qu'il n'y avait pas la moindre poussière. La pièce semblait d'une autre époque, et comme figée dans cette autre époque, cela nous a terrifiés. On s'est regardé un peu incrédule. Comment était-ce possible? Le lit était fait, il y avait même un dessin d'enfant et quelques crayons posés sur une petite table. Pourquoi? Comment? Et qu'y avait-il du coup dans la dernière pièce? Il ne nous restait pas beaucoup de temps et on voulait essayer de comprendre. On gravit les dernières marches, puis on pousse doucement la porte de la chambre. Mais cette fois, pas de lit.
juste un matelas dans un coin de la pièce. Au centre, les restes en décomposition de ce qui semblait être un énorme chien avec un sabre à canne planté dans le crâne. La découverte de trop. Sans chercher à comprendre cette fois, on est sorti aussi vite qu'on a pu et on a fait le chemin du retour sous les étoiles, alors que, normalement, il aurait dû faire encore bien jour. Nous n'avons pas échangé un mot de tout le chemin et nous n'en avons jamais reparlé.